Le 17 juin 2007, Sebastian Vettel fait ses débuts au Grand Prix des États-Unis. Par la suite, l'Allemand deviendra une légende de la discipline, gagnant 4 titres et se plaçant en tant que 3e plus gros palmarès de la Formule 1. Après lui, 49 pilotes feront leur début. George Russell, Lando Norris, Alexander Albon étant les derniers en date. Depuis 2007, aucun des 49 rookies n'est devenu champion du monde. Seuls 5 ont gagné des courses. Seuls 15 ont fait un podium. Seuls 16 sont encore là aujourd'hui et j'en compte 27 qui ne sont pas restés plus de 2 saisons. Chaque samedi, en attendant le retour de la F1, je te propose cette nouvelle série où nous allons revenir sur le destin de 18 pilotes qui ne sont pas restés et qui pour la plupart ont été moqués. Pas à leur place, nuls, chèvres, pilotes payants, aujourd'hui on rétablit la vérité. Était-il si mauvais ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode d'Était-il si mauvais ? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir le premier épisode qui s'affiche là-haut ou que vous pouvez retrouver dans la description. Et si vous ne connaissez pas, eh bien Était-il si mauvais est une série où on s'intéresse à la carrière de 18 rookies qui sont restés très peu de temps en F1 et qui n'ont pas fait du coup une grande carrière. On prend 5 minutes pour présenter la carrière d'un pilote et ensuite on fait un petit bilan et on donne une note de 1 à 10, 1 étant c'est un scandale, il n'aurait jamais dû venir en F1, 10 étant c'est un scandale, il n'aurait jamais dû partir de la Formule 1. Je rappelle simplement que le but c'est pas de se moquer mais au contraire de remettre certaines choses dans leur contexte pour avoir une meilleure vision globale des pilotes et aussi que le système de notes il est là juste pour animer, pas pour juger. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti pour nos deux pilotes du jour, Marcus Ericsson et Sergei Sirotkin. Marcus Ericsson, 29 ans, suédois. 5 saisons en F1 de 2014 à 2018, une chez Caterham, puis 4 chez Sauber. Pour ce qui est de son parcours chez les jeunes, Ericsson n'est pas spécialement un crack. Champion de Formule BMW en 2007, puis de F3 japonaise en 2009, il se dirige ensuite vers le GP2. Il va y passer 4 années assez banales, même si on note 3 victoires et une progression constante jusqu'à sa 6ème place du général en 2013. À 24 ans, le Suédois se sent prêt pour la Formule 1 et va réussir à obtenir un baquet chez Caterham, une des écuries éphémères du début des années 2010. Bon, malheureusement chez Caterham c'est assez catastrophique, la voiture est une poubelle et l'écurie n'a jamais marqué de points dans son histoire, elle disparaîtra même à la fin de la saison. Dans ce contexte assez difficile de juger Marcus, que retenir à part une 11ème place à Monaco et un apprentissage plutôt difficile aux côtés de Kobayashi. En 2015 donc, adieu Caterham, mais bonjour Sauber, une écurie plus stable où Marcus va passer 4 saisons. La première offre du positif mais aussi du négatif. D'un côté, Ericsson entre 5 fois dans le top 10 et marque donc 9 points, une bonne progression. Mais dans le même temps, son coéquipier rookie Nasser fait bien mieux avec 27 points. Bon, difficile de juger, c'est que sa 2ème saison. En plus, il a montré pas mal de calme et de sagesse, il n'y a que 2 petites erreurs en course cette saison-là. Pour 2016, c'est encore plus compliqué car Sauber est vraiment loin du compte et va même frôler la catastrophe. Les 2 points de Nasser au Grand Prix du Brésil sauvent l'équipe de la faillite. Des points cette année-là, Ericsson ne va tout simplement pas en marquer, il va être en grosse difficulté, en témoigne son accident au Grand Prix du Brésil pendant que Nasser sort la perf de l'année. Dominé pendant 2 saisons par Nasser, Ericsson parvient tout de même à sauver sa place pour 2017 grâce à ses soutiens financiers. Le pauvre Nasser se retrouve donc sur la touche, c'est un peu injuste pour lui, mais on en reparlera dans un épisode qui lui sera consacré. Malheureusement pour Ericsson, 2017 reste sûrement l'année qui a enterré ses espoirs de grande carrière. Pour la 2ème année consécutive, il ne marque aucun point et se fait remarquer par des crashs un peu bêtes à Monaco, Singapour ou au Japon. 2018 sera donc la dernière année du Suédois et elle est un peu meilleure avec 9 points, mais il est encore dominé par son coéquipier, cette fois-ci Charles Leclerc. Au final, Sauber, devenu Alfa Romeo, décide de se séparer de lui. Mais du coup, que retenir des 97 Grands Prix et des 18 points marqués par Ericsson? Était-il un mauvais pilote ou méritait-il de rester plus longtemps? Eh bien pour lui, je tranche pile au milieu et je lui donne un 5 sur 10. Tout d'abord, je suis sûr que c'est un vrai bon pilote qui méritait de conduire une Formule 1. Bon, son parcours en jeune n'est pas exceptionnel, il y en a des bien meilleurs, et il a souvent gardé ou obtenu sa place grâce à son argent, mais pour moi il n'y a pas de scandale au fait qu'il soit venu en F1 ou au fait qu'il ait fait 5 saisons. Bon, il faut dire aussi qu'il n'a jamais eu de bonne voiture. La Caterham, j'en parle même pas, c'était une catastrophe, il le dit lui-même. Et puis après, Sauber a été en grosse difficulté. Ericsson n'était pas non plus un pilote qui faisait beaucoup d'erreurs, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser. Je ne note qu'une dizaine d'erreurs sur 97 week-ends de Grand Prix, ce qui est pas beaucoup, et certainement beaucoup moins que beaucoup d'autres nombreux pilotes. Après, le problème pour lui, c'est que certes, il faisait pas d'erreurs, mais en même temps, ça se traduisait pas par des performances ou des points. Enfin, dernier point, il réussit aujourd'hui plutôt bien en IndyCar, ce qui, personnellement, me conforte dans l'idée que niveau talent, c'est plutôt bon. Mais il y a des choses qui font baisser la note, bien entendu. Tout d'abord, on l'a dit, il n'a jamais battu un coéquipier.
Kobayashi, Nasser par 2 fois, Verlaine puis Leclerc, tous sont battus et certains assez largement. Et puis surtout sur 97 Grands Prix, seulement 18 points et aucune performance marquante. Allez, on lui donne la P11 avec Caterham à Monaco et la P8 en Australie en 2015 avec la Sauber, mais sinon c'est très maigre, seulement 10 entrées dans les points dans toute sa carrière, toujours à la 9e ou à la 8e place, donc c'est-à-dire qu'il était intéressant pour l'équipe que les week-ends où la voiture était bonne et où certaines circonstances lui permettaient de grimper jusqu'à accrocher un top 10. Et le pire, c'est que dans les mêmes conditions, ses coéquipiers ont eux réussi à faire des coups, lui jamais. Du coup, avec son bilan, réussir à faire 5 saisons en Formule 1, c'est déjà énorme, surtout dans une écurie de bas de tableau où il y a souvent beaucoup de turnover. La balance des arguments que j'ai évoqués me fait donc pencher pour un 5, du talent, méritait de venir, n'était pas si catastrophique qu'on le disait, mais d'un autre côté, ses performances n'ont pas du tout suivi, et puis 5 saisons en Formule 1, c'est déjà énorme. On passe maintenant à notre deuxième client, Sergei Sirotkin, 24 ans, russe, une saison en Formule 1 en 2018 chez Williams. Lui a un passé en jeune plus glorieux, son Wikipédia m'apprend qu'il a été champion d'Europe de Formule à Barth, et ensuite je me souviens de ses années de GP2. A partir de 2014, Sirotkin commence à traîner dans le paysage de la F1, notamment lorsqu'il passe 3e pilote Sauber le temps d'un week-end au Grand Prix de Russie. Mais bon, après ce coup de com', il est renvoyé à son apprentissage. Déjà performant en Formule Renault en 2015, il effectue sa première saison de GP2 et ça se passe très bien. 3e du général avec une victoire et 5 podiums, il signe chez Hart et devient pilote essayeur Renault 2016 et du même acabit, 3e en F2, 2 victoires, 7 podiums et encore quelques petites apparitions en tant que 3e pilote Renault. A ce moment on se dit que c'est le bon timing pour passer en Formule 1, mais chez Renault la place est bouchée, il y a déjà des pilotes devant lui, il va donc effectuer des tests avec d'autres équipes et notamment Williams, tests qui vont s'avérer concluants puisque Williams le choisit pour rouler dans la Williams en 2018 aux dépens de Robert Kubica. Sa saison en F1 sera mi-figue, mi-raisin. Abandonné par une voiture absolument catastrophique, il ne fait rien non plus qui le mette spécialement en valeur. Dernier du championnat, il inscrit un seul point, celui de la 10e place en Italie après la disqualification de Grosjean. Dans le même temps, son coéquipier Stroll n'inscrit que 6 points, ce qui montre bien que c'est pas via les points qu'on va pouvoir le juger, la Williams était trop mauvaise. Mais le problème, c'est qu'on va plus avoir aucun autre argument pour le juger, puisqu'en 2019, sa carrière est terminée, Williams décide de mettre à sa place Kubica, qui offre plus d'argent grâce à ses sponsors. Bon, là du coup c'est compliqué de trancher. La première chose que l'on peut dire, c'est que contrairement à pas mal de mecs qui n'ont fait qu'une saison, lui c'était pas une chèvre, il est pas arrivé là juste grâce à ses relations. Certes, son argent l'a bien aidé, mais son parcours en GP2 est un passeport bien plus valorisant qui mérite d'être mis en avant. Et puis aussi, vu le niveau de la voiture, c'est très dur de le juger. On peut dire que la plupart du temps, il était normal ou banal, et on peut aussi être un peu positif en se disant qu'il n'a qu'une erreur sur la saison, c'est un accrochage à bas coût dans lequel il n'est pas du tout fautif. De plus, en temps normal, je pense vraiment que Sirotkin aurait mérité de faire une deuxième saison chez Williams, mais c'est les soucis financiers de l'équipe qui l'en ont empêché. Donc tout ça, ça hausse sa note forcément, mais il y a des points noirs. Si on fouille bien, on peut se dire que ces saisons de GP2 sont un peu surévaluées. En 2015, il est 3e derrière Van Doorn et Alexander Rossi et devance Ariento, Mitch Evans ou Alex Lynn. Un peu pareil en 2016, derrière Gasly, il n'y a que Giovinazzi, Marciello, Norman Nato ou Jordan King. Loin de moi l'idée de rabaisser ses performances, mais on peut légitimement penser que 2015 et 2016 sont des années où le plateau de GP2 était un peu faible. Et en plus, il n'a pas été totalement parfait sur ces années-là Sirotkin, il y a eu quelques passages à vide et quelques ratés. Mais la chose qui me dérange le plus vis-à-vis de Sirotkin, c'est que malgré un bon parcours en jeune, des places de pilote essayeur chez pas mal d'équipes et une saison 2018 sur laquelle on peut pas trop l'assassiner, j'ai du mal à voir où était sa place en Formule 1. La question c'est un peu quel est son plafond. Alors certes, il aurait pu mériter de faire une deuxième saison chez Williams, mais en même temps, est-ce qu'il avait montré des signes qui faisaient de lui un potentiel futur bon pilote de Formule 1 ? Je ne pense pas, et du coup, au final, je me dis qu'une ou deux saisons de F1, plus une place de pilote essayiste, et bien au final c'est pas mal, et c'est ce qu'il méritait, il n'aurait pas vraiment pu avoir plus. Du coup, au final, je lui donne aussi un 5 sur 10, bon jeune, suivi par pas mal d'équipes, une saison honorable et un départ un poil injuste, mais d'un autre côté, talent et avenir qui me semblent limités. Voilà, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu, je vous encourage à me dire dans les commentaires vos avis et vos notes sur les deux pilotes du jour. Je rappelle simplement qu'on ne note pas le niveau d'un pilote, mais plutôt un rapport, un mix entre d'un côté ses qualités de pilote et d'un autre le rapport entre sa carrière en F1 et celle qu'elle aurait dû être selon nous. C'est tout pour aujourd'hui, pensez au like, à l'abonnement, au partage, aux commentaires si le cœur vous en dit, j'ai vraiment envie de discuter avec vous et de faire grandir cette chaîne. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. N'oubliez pas d'ici là que le plus important c'est de franchir la ligne.
toujours franchir la ligne.